Bonjour à toutes et à tous. Merci Bénédicte de nous donner l'occasion à travers les écoles de réfléchir aussi à l'identité du CNAM, à l'identité de ce qu'est notre maison et comment ces écoles elles peuvent s'inscrire dans une histoire, avec ce que ça peut présenter aussi de principes qui doivent être aussi réinterrogés, reposés, et puis également d'opportunités qui sont du fait de ces 230 ans de recul, des vraies opportunités pour penser les transitions de demain. C'est un petit peu dans cette optique que j'ai essayé de réfléchir à la question, alors de façon un tout petit peu provocatrice, en partant de notre histoire sur le rapport à ce que le rapport que peut avoir le CNAM aux transitions socio-écologiques. La difficulté, c'est qu'on n'est pas complètement équipé pour au départ, puisque nous sommes la maison du progrès. Et de la croissance et de l'invention industrielle et de l'utilisation avec le plus d'efficacité possible d'un certain nombre de ressources, dont l'énergie, et pas tout à fait la maison de la sobriété, de la nature et de la réflexion sur la décroissance. Bon, alors si on prend les choses comme ça, de façon un petit peu caricaturale, la fierté du CNAM, c'est la dame qui est là. Alors en fait, c'est un anachronisme et c'est une faute historique que je fais en vous présentant cette statue que beaucoup d'entre vous connaissez, puisque vous passez devant très souvent quand vous allez rue Comté, puisque cette dame est en fait assise non pas sur les grands chercheurs du CNAM, elle est assise sur les grands élèves de l'école dont nous avons récupéré les locaux qui étaient l'école centrale. Mais néanmoins, beaucoup de ces personnes qui sont mentionnées sur le socle de la dame sont des grands inventeurs, des grands professeurs et des grands élèves morts dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire souvent par l'explosion d'un laboratoire, voilà. Donc c'est tout à fait assez intéressant de regarder cette liste de grands inventeurs illustres qui sont tous des inventeurs liés au progrès technique dans une logique industrielle et énergétique et dans une logique aussi masculine et urbaine. Alors quand je dis le CNAM est la nouvelle maison des transitions, auprès de spécialistes de ces questions, beaucoup me répondent ça, en disant non, le CNAM c'est la maison du technosolutionnisme et de l'industrie. Et donc théoriquement, pour penser ce qui est notre question, à savoir le dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi aujourd'hui les 9 limites planétaires, qui ne sont pas que la limite climatique, comme vous le savez, à savoir les enjeux du dépassement de la limite pour vivre en situation sûre pour les êtres humains tels qu'ils ont pu le faire jusqu'ici, et bien la limite de l'eau douce, mais aussi la limite du changement d'utilisation des sols ou d'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Alors ça, c'est une autre façon de parler du plastique, en fait, en réalité, sont des limites désormais dangereusement approchées, voire dépassées pour la sécurité humaine. Et donc, concrètement, on sait aujourd'hui, puisque tout ça est absolument prouvé scientifiquement par le GIEC, par l'IPBES en ce qui concerne la biodiversité, que le dépassement de ces limites sont les conséquences de l'activité humaine et qu'elles ont été produites dans un contexte qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une période géologique où les grands équilibres géologiques de la planète sont modifiés par l'action de l'homme, notamment par sa pression, son utilisation de l'énergie et sa pression globale sur les ressources et les écosystèmes. Et avec un point très important, c'est que une limite, ça n'est pas une frontière. Une frontière, ça se déplace, une frontière, ça se conteste. Une limite, c'est une limite. Une fois qu'elle est dépassée, elle est dépassée. Et ce que ça implique de prendre en compte ces limites planétaires, c'est un nouveau rapport à la nature, à l'énergie, aux ressources, et de réfléchir à la façon de passer de l'efficacité à la sobriété. L'efficacité, c'est faire la même chose, mais avec moins de consommation d'énergie
d'énergie et de ressources. La sobriété, c'est se dire qu'on a une quantité limitée de ressources et d'énergie et de réfléchir, si possible collectivement, à ce qu'on va faire avec. Et donc éventuellement à faire un certain nombre de choses en moins. Tout ça pour dire que ça nécessite de repenser ce qu'est la question du progrès, de la croissance industrielle et de la consommation énergétique. Alors vous allez me dire comme ça, c'est pas très CNAM, c'est pas complètement dans notre ADN. Eh bien en fait si. Et de façon assez forte en réalité, si on prend un tout petit peu de recul sur ce que nous sommes. D'abord parce que le Conservatoire national des arts et métiers, c'est une vieille maison. Mais c'est une maison qui peut permettre de penser de façon assez profonde en réalité la question des transitions socio-écologiques. D'abord parce que nous sommes une maison des sciences de l'ingénieur, donc de l'innovation, et pas simplement des inventions industrielles et énergétiques, plus globalement une maison de l'innovation et de la réflexion sur la question de la façon dont une société peut vivre en prospérité, et donc pas seulement en prospérité technique, mais aussi en bien-être des individus. Et tout ce qu'on vient de voir à l'instant nous le montre, c'est-à-dire que le CNAM, c'est aussi la maison de la formation au métier de la santé, c'est aussi la formation des métiers de l'inclusion, du handicap, c'est aussi, en fait, comme le dit assez bien notre collègue Cynthia Fleury, ce sont des métiers qui nous permettent de penser la notion de la prospérité humaine et pas simplement du progrès. Donc, de ce point de vue-là, le fait d'être une maison qui soit une maison qui allie les sciences de l'ingénieur, mais aussi les sciences de gestion, les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales, est un élément intéressant pour nous permettre de penser les transitions. Il y a un autre aspect, nos deux collègues nous l'ont très bien dit en ouverture, c'est que le CNAM, c'est la maison de la mesure. C'est la maison qui va nous permettre, en tant qu'enseignants-chercheurs, en tant que scientifiques, tous ensemble, et en croisant toutes ces disciplines universitaires, de penser des critères communs d'analyse et de mesure des règlements écologiques et de ses impacts sur la société. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'en matière écologique, une des principales questions, c'est de se mettre d'accord sur les indicateurs pertinents pour savoir sur lesquels il faut agir. Donc ça, c'est un élément relativement intéressant. Il n'y a pas tant de maisons qui sont en capacité de faire ce genre de choses, à la fois dans la formation et la recherche appliquée. Et donc, l'offre de service de mon collègue pour que la mesure rentre dans les écoles n'est évidemment pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Ensuite, on a un autre aspect, c'est qu'on a une optique métier au CNAM, que ce soit pour la formation ou pour la recherche appliquée. Et donc, on ne cherche pas en l'air, en fait. Ici, on réfléchit à la façon dont la recherche peut changer la société en mieux. Et donc, de ce point de vue-là, de le faire en relation avec les métiers et de le faire de façon pluridisciplinaire et de le faire de façon responsable. Et finalement, dans le dialogue qu'on a commencé à avoir dans le cadre de l'école des transitions, cette question de la recherche responsable trouve beaucoup d'écho et c'est particulièrement intéressant. On a aussi le fait que nos nouvelles chaires intègrent pratiquement toutes. Et on ne l'a pas forcément en réalité, là je fais un peu de storytelling, on se raconte cette histoire un peu après, mais en fait c'est pas complètement anodin que la plupart des chaires qui ont été créées ces 3 dernières années comportent une dimension de transition écologique. Ça a été la volonté des collègues du CNAM d'envisager le fait que quand on crée une nouvelle chaire autour des transports, il y ait la dimension écologique. Quand on crée une chaire autour du bâtiment et du logement, il y ait la dimension écologique. Et cette chose-là, elle commence à devenir de plus en plus collective entre nous et ça, c'est relativement intéressant et c'est fondamental, que ce soit dans les sciences humaines et sociales ou dans les sciences de l'ingénieur et du vivant, pour pouvoir parler à nos apprenants et à nos élèves en s'adressant aux 3 personnes que sont chacun et chacune d'entre nous, puisque chaque individu est à la fois une personne privée, un agent économique et un citoyen ou une citoyenne. Or, en matière de transition socio-écologique, on sait que le principal enjeu, c'est de se mettre en cohérence soi-même entre ce qu'on va pouvoir faire dans sa vie privée et ce qu'on va pouvoir essayer de faire avancer également, notamment dans sa sphère professionnelle. Puis notre force, c'est aussi qu'on est sur tout le territoire avec toute une série de CNAM en région qui ont décidé que c'était une question très importante. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que nos collègues du CNAM Pays de la Loire, par exemple, ont commencé à utiliser toute la culture du CNAM sur la diffusion de la culture scientifique et technique ou l'invention des jeux sérieux pour penser ces questions des transitions socio-écologiques et que c'est un des domaines où tout ne va pas venir de Paris.
et de nous, professeurs titulaires de chaire. Et ça, c'est plutôt enthousiasmant et intéressant, de la même manière qu'on a également un musée, et que ce musée est particulièrement actif ces dernières années, et surtout ces derniers mois, sur ces enjeux, et que c'est un élément relativement important. Pardonnez-moi. L'école des transitions écologiques, donc, elle n'est pas partie de nulle part. C'est pas juste le CNAM tout seul qui s'est dit on va se mobiliser sur ces questions. C'est parti d'un rapport qui a été publié par Jean Jouzel et Luc Abadi sur la nécessité d'enseigner les transitions écologiques dans l'enseignement supérieur de façon systématique. Et ça, nous avons décidé de le faire à la façon du CNAM. C'est-à-dire, d'abord en réunissant un conseil pédagogique et scientifique un peu sérieux, et puis aussi en recensant, donc, comme l'a fait l'école de la santé, toutes les formations qui sont les nôtres. Et là aussi, on en a trouvé beaucoup, puisqu'on a 35 parcours de formation et 50 unités d'enseignement. Et de commencer d'ores et déjà à développer des diplômes et des formations dans tous les domaines métiers où on a une expertise, ou bien où il y a des nouvelles obligations légales sur la responsabilité écologique. Donc c'est le cas par exemple en comptabilité, c'est le cas en transport, c'est le cas dans toute une série de domaines où on a développé les formations, mais surtout on a décidé d'avoir une formation de haut niveau qui puisse toucher tous les apprenants et les apprenantes du CNAM, quelle que soit leur discipline. Et construire une formation commune pour des élèves ingénieurs ou pour des élèves en comptabilité, c'est pas forcément évident, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes skills de départ et les mêmes compétences de départ. Et pourtant, c'est ça qu'on a souhaité faire. Et c'est ce qu'on a fait avec TED 001, qui est accessible gratuitement à la totalité des apprenants du CNAM. Et on a déjà plus de 1700 auditeurs qui ont souhaité s'inscrire à cette formation, qui disent qu'il faut qu'ils s'accrochent parfois, notamment pour ceux qui ne sont pas sur des filières de technique ou d'ingénierie. Mais on est très fiers de ça, parce que c'est une formation qui est directement liée à l'identité dont je vous parlais auparavant et la capacité qu'on a de développer ces propositions. Et puis dans les projets de l'école des transitions, il y a aussi, comme nous y engage ce fameux rapport Jouzel, le fait de développer la participation des apprenants, de développer des formations par le projet, de développer également la mobilisation citoyenne au sein de l'établissement et le débat. Et c'est ce qu'on va commencer à faire dès lundi prochain avec la rentrée des transitions. Pour finir, je voudrais vous soumettre deux petits sujets de réflexion, toujours sur finalement est-ce que c'est dans notre ADN ou pas de penser la transition socio-écologique au CNAM. Moi, ma spécialité, c'est les musées et la transition écologique des musées, donc forcément je repars des objets. Je pense qu'au CNAM, on a particulièrement, de façon beaucoup plus forte qu'on ne le croit, un patrimoine sur lequel s'appuyer pour penser demain, c'est-à-dire revenir sur des chemins qu'on a pu emprunter, sur lesquels on a pu être facteur d'innovation, voire d'invention, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mon collègue Gilles Garel serait là pour le rappeler. Et nous avons aussi tout un travail patrimonial à faire pour réexaminer les chemins que nous avons pu prendre, pour voir s'il n'y a pas des embranchements qu'on aurait pu manquer ou prendre autrement. Alors, je vous ai cité un exemple. Dans nos collections, on a par exemple un très joli four solaire de Mouchot, qui est un objet extrêmement intéressant et qui en fait sert de réflexion actuellement sur une autre utilisation de l'énergie pour produire de la chaleur. De la même manière, on réfléchit ensemble à de nouvelles manières de penser et de faire. Et ça passe par le secteur culturel et ça passe d'une façon générale par la culture. Je vous donne ici deux exemples. La question de la façon dont on diffuse au public à travers le musée ces enjeux de la transition socio-écologique. Cette semaine commence l'exposition empreinte carbone et on a été nombreux autour de cette exposition dans le cadre de son conseil scientifique à réfléchir à la façon dont on pouvait justement allier ces enjeux de sensibilisation sur les petits gestes dont on sait qu'ils sont insuffisants et plus globalement sur la réflexion des agents économiques, des salariés ou des indépendants et des citoyens. Et je crois que l'exposition qui en sort est assez intéressante de ce point de vue-là. Et
Et puis, il y a aussi de plus en plus au CNAM de développement de recherche citoyenne, comme le disait mon collègue, d'essayer de faire en sorte que cette recherche citoyenne, elle soit adaptée à des gens dont le métier n'est pas la recherche, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas rigoureuse. C'est pas parce que c'est de la pratique amateur que c'est de la sous-pratique de recherche, et ça, c'est extrêmement important. Et puis également d'essayer de faire que nos apprenants, sur ces questions-là, sortent de l'établissement. Je vous ai mis ici le dessin qui a été réalisé pour le projet qu'on a fait avec un certain nombre d'apprenants sur le square d'en face, avec la Gaîté Lyrique, où les apprenants ont travaillé sur la question de la biodiversité de leur environnement, avec des artistes et avec des designers. On est en train d'inventer de nouvelles façons de penser ces questions-là, de les enseigner, de les chercher et de le faire, je crois, finalement, je ne sais pas si c'est dans la continuité de notre patrimoine, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'appuyer dessus. Merci. Désolée pour le... C'est vraiment extrêmement instructif de remonter dans le temps pour comprendre pourquoi nous sommes si armés dans le domaine de la santé et pourquoi nous avons une offre si riche. C'est du reste la question que m'a posée hier soir le ministre délégué en me disant « mais dans la santé, vous n'avez pas du tout identifié le CNAM, donc je regrette qu'il n'ait pas pu venir vous entendre ». Et puis, vous voyez aussi avec l'intervention de Lucie Marinier tous les tournants que nous savons prendre au moment où il faut les prendre et ces écoles thématiques, donc ici vous avez les représentants, les préfigurateurs de 2 écoles, montrent bien à quel point le CNAM reste aussi à la pointe de l'innovation, à la fois technologique et des grands sujets de société. Voilà, mais j'ai vu une ou deux mains se lever, donc je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant. Moi j'ai une autre réflexion, mais c'est aussi pour la sobriété. Au CNAM, on a une particularité, qui existe, mais qui existait avant que le CNAM soit fait ici. Je pense qu'avant il y avait l'école centrale. À l'accès 11, il y a un amphi qui est situé au niveau -1 à peu près. Et en dessous cet amphi, il y a une source, oui. On est obligé de pomper de l'eau en permanence. Donc moi je pense qu'en pompant cette eau en permanence, là-dessus il y a moyen de faire un peu mieux. Il faudrait il y aurait possibilité de faire plusieurs mémoires d'ingénieurs pour notamment récupérer cette eau et la récupérer pour l'hiver pour faire du chauffage et l'été pour faire climatiser les bâtiments. Qu'en pensez-vous? Au CNAM et peut-être même dans le quartier. Alors, avant de dire ce que j'en pense, il faudra que j'aille voir. mais bien sûr, ça existe. C'est le principe aussi des pompes à chaleur. Donc, on va pouvoir essayer d'examiner cette situation. Mais là, je me remettrai aux ingénieurs du CNAM. Oui, c'est très intéressant, tous ces exposés. Je n'ai pas une question à poser, mais plutôt une idée qui m'est venue finalement en vous écoutant. Je me dis, mais le CNAM, par la diversité de ses sujets, on pourrait créer une école des élus, une école des décideurs publics, peut-être en partenariat avec la chaîne parlementaire Public Sénat, les grandes associations d'élus, l'AMF, les présidents de département, l'ARF, parce que sur tous ces sujets, si on croise vos écoles de génie climatique, de transition écologique, de numérique et d'intelligence artificielle, en piquant un peu là-dedans, il y a moyen, à mon avis, d'éclairer les décideurs publics sur tous ces grands enjeux, avec toutes les pédagogies du CNAM en mode asynchrone, etc. Mais c'est vrai que je trouve que le CNAM montrait une école des élus. D'ailleurs, ça relayerait une bonne image du CNAM, mais ça serait très intéressant parce que vous avez vraiment la matière là pour éclairer les politiques. Et on dit souvent il y a un déficit de culture économique et scientifique et technique et technologique des élus et des décideurs publics. Moi, je crois que là, vraiment, en faisant du transversal par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, il y a moyen d'aller vers les élus en leur faisant une proposition. Merci pour cette excellente idée que nous retenons. Y a-t-il d'autres idées de ce type, d'autres idées d'école qui surgissent grâce à ces présentations très riches? Disons, ce qu'il faudrait, c'est attaquer le problème dès la petite enfance. Par exemple, il y a le problème, si vous voulez former des ingénieurs actuellement,
Et il faut former des ingénieurs, mais il faut former des ingénieurs masculins et féminins, et évidemment. Et si par exemple, dans la médecine, il y avait 40% de médecins féminins dans les années, enfin je ne sais pas dans quelle année, mais actuellement, la partie féminine a dépassé la partie masculine. Pourquoi ? Parce que la médecine, c'est un domaine qui est extrêmement, qui demande beaucoup de persévérance. Et je pense que là-dessus, les personnels féminins mixés avec des personnels masculins apportent beaucoup de sens dans le progrès. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est attaquer dès la petite enfance. Pourquoi ? Parce que, par exemple, le bien-être, ça commence dès la maternelle. Et il faut aussi enseigner, disons, aux enseignants, puis aussi aux parents et à tous les formateurs, que les écrans, il ne faut pas les mettre accessibles aux enfants dès le plus jeune âge, parce que vous allez vraiment dans le mauvais sens. Merci. Alors, ce sont des sujets de société qui nous dépassent, d'autant plus qu'on est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Mais soyez sûrs que ce combat que vous évoquez pour féminiser les métiers dans le domaine des sciences de l'ingénieur, nous le menons. Nous avons été définis tout à l'heure comme le bras armé des politiques publiques, et c'est une politique publique qu'il faut mener, et nous nous attachons à le faire avec d'autres écoles d'ailleurs, ça tous ensemble, évidemment, c'est un combat qu'il faut mener. Après, les enfants et les écrans, je le laisse à d'autres ce combat-là. Bonjour. Je pense que le CNAM a un rôle à jouer au niveau des territoires, de nos territoires. Il y a une grave crise. Ce midi à la télévision, j'entendais encore les présentateurs en parler, il y a une grande crise de la présence et de la présence de la santé dans les petits territoires. Et le CNAM, dans nos savoir-faire, je me suis battu pour qu'il y ait une grande mission sur les petits territoires qui soit menée au niveau national, et ça n'a pas marché parce que j'ai eu face à moi des gens qui ont dit non, mais les élus, il faut les former, et ils ont lancé une formation qui a été un lamentable échec à Sciences Po. Voilà, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas venir des élus à Sciences Po où ils envoient, peu importe. Ça n'a pas marché. Il n'empêche que je crois terriblement à la force de la société civile sur les petits territoires, que ce soit des médecins en pré-retraite ou en future retraite, des présidents d'amicales de boulistes, des entraîneurs d'équipes de foot, enfin peu importe, mais c'est quelque chose qui est d'une très très grande richesse. Et je pense que la présence du CNAM dans toutes les régions et la présence des CNAM régionaux dans des départements au-delà des capitales régionales, c'est une richesse qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Moi, quand j'étais professeur dans cette noble institution, pas très longtemps, mais un peu, je n'ai jamais refusé d'aller dans les endroits les plus petits quand on me demandait d'y aller, que ce soit dans les Landes, que ce soit en Vendée, que ce soit même à Amberménil chez l'abbé Grégoire, où j'ai été faire un cours sur l'histoire de leur petit village. Et je crois que ça, alors là, à l'époque, on faisait ça comme ça faisait de la publicité au CNAM, mais on doit pouvoir, à partir de là, réveiller des économies locales ou des mécanismes intellectuels d'économie locale qui peuvent remettre en route des tas de choses. Je m'en préoccupe encore aujourd'hui, je suis prêt à en parler avec vous, professeur Faudranet, et avec vous, madame l'administratrice générale. Alors une dernière, du coup, rapidement. Moi, je me questionne sur ce qui nous vient des universités américaines, qui est le Do It Yourself, tout ce qui est Fab Lab. J'en ai pas forcément beaucoup entendu parler sur notre positionnement sur ces sujets-là. Et pourtant, on parle souvent du musée, on parle souvent des inventions. Et ce que moi, personnellement, je regrette, c'est qu'on laisse pas forcément les gens faire des erreurs. Typiquement, le vaccin est né d'une erreur.
Donc il y a des erreurs qui sont quand même positives. Et je me dis, c'est comment on peut aussi accompagner le grand public sur les inventions et qui se lance de plus en plus pour faire des choses. Je pense que la bonne idée n'est pas réservée aux sachants, mais elle peut arriver, elle peut être dans la tête de tout le monde. Par contre, c'est le rôle des sachants d'accompagner les personnes à les mettre en œuvre. Moi, c'est un petit peu la vision que j'ai. Et justement, je voulais savoir si on n'avait pas une vision, une stratégie sur cette notion de Fab Lab, d'incubateur, et voilà, sur ce genre de sujet. Je n'ai qu'une demi-réponse, puisqu'on a déjà parlé d'empreinte carbone. Je peux déjà vous annoncer que par la suite, donc en octobre 25 au musée, on parlera de l'erreur dans l'innovation et on parlera des flops. Au CFA. Et il va être transformé, et nous allons accueillir ici alors un beaucoup plus grand Fab Lab dans le cadre de l'appel à projet Excellence. Donc il faut que les choses se mettent en place. Et puis ça a été évoqué, au CNAM, nous faisons aussi de la recherche participative. Et ça va tout à fait dans le sens que vous indiquiez. Les sachants, c'est bien, mais pouvoir accueillir aussi toutes sortes de personnes qui vont travailler avec nous et nous aider à faire avancer nos recherches, eh bien, ça va dans ce sens d'une recherche plus démocratique, plus participative, avec peut-être plus d'errements, peut-être des erreurs et revenir aussi. Mais je pense que le CNAM, c'est justement une maison qui a cette singularité par rapport à l'université, qui est de promouvoir à la fois l'excellence et la promotion sociale en accompagnant chaque personne de là où elle part. Et on l'évoquait notamment, nous sommes un des rares établissements, vous l'avez rappelé, à accueillir les bacheliers professionnels, voire les non-bacheliers. Cette fois, ce n'est pas une fausse joie. Donc voilà, c'est l'heure du goûter, si je puis dire. Et nous reprenons à 17h précise, vraiment précise, parce qu'ensuite, tout est minuté.